45 minutes. J'ai envoyé, quand on m'a contacté, j'ai dit سي الملكي عنده واحد الالتزام مع 4 و4. داكور. إذن مساء الخير. مساء الخير. باسم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وباسم السيد الرئيس الحاضر معنا الذي يشرفنا في هذه الجلسة التاسعة والأخيرة، نرحب بكم ونرحب بالحضور الكريم. في البداية أود أن أشكر الأستاذة أمال الصغرنوشني التي تفضلت بقبول إلقاء محاضرة حول الذكاء الاصطناعي في علاقته مع التربية والبحث العلمي. تعرفون أن المجلس اختار أن يتواصل مع عموم زوار هذا المعرض ومن خلاله مع المجتمع المغربي، وقرر أو اتخذ توجها نحو تنظيم 9 موائد علمية بدأناها بالذكاء الاصطناعي ونختمها بالذكاء الاصطناعي. دون أن أطيل عليكم أعطي الكلمة لسي محمد خليل الذي يرافقنا في هذه الجلسة، والذي سيقدم الأستاذة واهتماماتها ويعطي فكرة في لحظات وجيزة حول هذا الموضوع. فليتفضل مشكورا. Merci professeur Madoun. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous et très honoré de pouvoir modérer cette session en présence de Monsieur le Président du Conseil supérieur pour pouvoir modérer une session très importante sur l'intelligence artificielle et bien évidemment qui sera animée par professeur Amal Serrochni. Je pense que vous la connaissez tous à travers ses différentes activités et réalisations, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Mais brièvement, professeur Amal Serrochni, c'est le Head of AI Movement, c'est le Centre international d'intelligence artificielle qui a une dimension nationale et africaine et dont nous sommes tous fiers d'avoir un tel projet comme celui-là. Elle est aussi membre du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur et de l'éducation et de la recherche. Et aussi, elle est membre du COMEST à l'UNESCO. Donc brièvement, durant cette session-là, il y aura plusieurs points qui seront abordés, notamment quel impact pourra avoir l'intelligence artificielle, sur l'éducation et la recherche scientifique. Aussi, est-ce que les différents acteurs et les parties prenantes sont conscients des bénéfices que peut apporter l'intelligence artificielle à l'éducation et au système éducatif marocain? Quel mode de gouvernance? Comment avoir une certaine utilisation efficace de ces technologies d'IA afin d'avancer un petit peu ce système d'éducation? Et bien évidemment, sans plus tarder, je vais passer directement la parole au professeur Amal Serrochni pour animer cette session. Merci à vous. شكرا جزيلا. Merci beaucoup pour la présentation. Comme vous le voyez ici, vous avez un QR code, vous pouvez récupérer mes coordonnées. Et j'ai mis, bien sûr, et vous avez un peu une très short biographie me concernant. Donc pour tout ce qui est coordonnées, vous pouvez me joindre à partir de mon QR code. Alors je vais aller très vite. Comme l'a dit Sir Khalil, l'intelligence artificielle au Maroc, on a lancé un centre d'intelligence artificielle au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique qui s'appelle AI Movement.
Et l'objectif est de faire du mouvement vers l'intelligence augmentée en s'appuyant sur les technologies de l'intelligence artificielle. Alors, nous nous trouvons à Technopolis, pas très loin d'ici, sur le campus de l'Université Mohamed VI de Rabat. Alors, je vais vous présenter, ma présentation va s'articuler autour de ces thématiques-là. D'abord, une introduction très rapide à l'intelligence artificielle, quelques exemples. Je vais passer vite sur les paradigmes, mais ce qui va m'intéresser, je vais passer un peu plus de temps sur la partie IA et éducation. Et puis, si j'ai le temps, je parlerai du cadre réglementaire et éthique de l'intelligence artificielle et je vais conclure. Alors, comme l'a dit Albert Einstein, la science n'est ni bonne ni mauvaise, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et l'intelligence artificielle n'échappe pas à ce postulat. Donc aujourd'hui, je vais commencer par introduire très rapidement l'intelligence artificielle en disant que l'intelligence artificielle, il faut la voir comme une nouvelle façon de faire de la prospective dans notre civilisation humaine. On l'a bien vu tous avec ChatGPT, que ChatGPT, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. On a bien vu qu'avec ces types de nouvelles techniques, nous pouvons comprendre et aller très loin dans la compréhension du cerveau humain et de notre façon d'écrire, de parler, de réfléchir, etc. Donc, il faut voir l'intelligence artificielle et œuvrer pour qu'elle soit capable d'assister et d'aider au mieux l'être humain dans ce voyage civilisationnel. Moi, je l'avais dit en 2018, il faut protéger l'IA de l'humain pour protéger l'humain de l'IA. L'humain n'est pas égal. Il y a des humains qui vont l'utiliser d'une certaine façon et d'autres qui vont l'utiliser de l'autre. Et ça m'a valu l'intégration au sein de l'UNESCO dans la Comest, parce que je suis quelqu'un qui défend l'idée que sans éthique, je ne suis pas la première à le dire, mais sans conscience, la science n'est que ruine de l'âme. Et donc, il faut absolument être conscient des enjeux éthiques et réglementer les usages de ces nouvelles technologies émergentes, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, pour que nous profitions au mieux en termes d'avancées technologiques au service du développement durable de l'humanité. Donc, pour aller vite, l'intelligence artificielle, le terme intelligence artificielle a été introduit en 1956 par une équipe de chercheurs américains qui se sont réunis dans un Samarkand à Dartmouth, aux États-Unis, et qui ont fait le postulat suivant. Si on arrive à décortiquer tous les processus cognitifs humains, si on arrive à savoir comment l'humain réfléchit, comment l'humain raisonne, comment l'humain argumente, comment l'humain perçoit, etc., etc., eh bien, on est capable de reproduire ces comportements dans la machine par l'intelligence artificielle. Et c'était ça, le postulat de base. Et donc, c'est un postulat qui a, je dirais, il a même dépassé les attentes. Puisque aujourd'hui, non seulement on sait comment l'humain se comporte, mais on est en train de faire du traçage de tout ce qui est cérébral de l'être humain. Et donc on peut aller beaucoup plus loin sur les émotions. Et le Graal, ça serait de comprendre les questions de conscience humaine. Mais bon, on n'y est pas encore, mais les travaux de recherche vont dans ce sens. Donc, quels sont les processus cognitifs qu'on va essayer de comprendre pour reproduire dans la machine? Ben, vous avez la perception, l'apprentissage, l'abstraction, le raisonnement, la communication et l'action. Alors ces processus, si vous les prenez séparément, vous pouvez les reproduire. Lorsque vous êtes devant un paraphe à l'aéroport, qu'est-ce qu'il fait le paraphe? Il vous regarde, il vous identifie. Lorsque vous faites de la reconnaissance faciale, la machine vous identifie. Et donc là, on est dans de la reconnaissance, dans de la perception, dans de la vision. Et je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on sait faire avec. Alors, les processus cognitifs pris séparément peuvent être reproduits dans la machine, mais on ne s'arrête pas là lorsqu'on fait des systèmes d'intelligence artificielle. On va agréger ces comportements dans des individuels ou atomiques, si je puis dire, dans des comportements plus généraux. Par exemple, lorsqu'un robot se mouvoie dans un espace, il ne fait pas que de la perception. Il fait tout ce que vous avez à droite, le mouvement avec l'autonomie, la perception, l'activité sensorimotrice, la coordination de ces mouvements, etc., etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on fait des systèmes, on sort du cadre du digital où on faisait de l'automatisation,
vers des systèmes qui sont autonomes. Vous avez un drone, il vole tout seul sans intervention humaine. Vous avez un robot, il fait de la chirurgie sans intervention humaine. Vous avez un moniteur ou un tuteur intelligent, il va vous faire de l'éducation sans intervention humaine. Donc on a complètement changé de paradigme, on sort de l'automatisme vers l'autonomisation des systèmes. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai une petite heure, donc je vais aller vite, mais tous ces slides peuvent être disponibles à volonté. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est un exemple. C'est un exemple de robot qui aide à prendre des décisions dans un hôpital. Et il a été développé au MIT, qui est un des plus grands laboratoires d'intelligence artificielle au monde, aux États-Unis. Et donc ici, Nao, il va recommander, on va lui demander d'aider à placer les malades qui ont été opérés dans des blocs ou dans des lits d'hôpital. Et ce que vous voyez ici, c'est que le robot Nao est capable non seulement de prodiguer des recommandations, mais aussi d'argumenter, de dire ça c'est une bonne décision, et vous allez le voir un peu plus loin. Pourquoi il s'est arrêté ? Alors la nurse lui demande c'est quoi une bonne décision. Alors elle lui explique c'est quoi une bonne décision. Pourquoi c'est une bonne décision. Il continue sur les bonnes décisions, mais il est aussi capable de répondre à la question suivante. What's a bad decision? Il est capable de dire que ça, c'est une mauvaise décision. Donc vous voyez, c'est très fort. Il argumente pourquoi ça c'est bien et pourquoi ça c'est pas bien. Traiter la négation dans les modèles computationnels, c'est pas simple, hein, vous pouvez me croire. C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, vous avez ici un autre robot social que nous avons développé au sein de AI Movement. Si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, toutes les vidéos durent une ou deux minutes, hein, donc c'est pas long, c'est juste pour un peu concrétiser les paroles. Hein. Alors j'en profite pour vous dire que nous nous situons ici, sur le campus, c'est le dôme de l'intelligence artificielle. Et là, vous allez voir ce qu'on peut faire en termes d'interaction sociale avec des robots. Social robots have the potential to revolutionize the way we live and work by providing companionship, emotional support, and assistance in tasks that require physical or cognitive effort. Alors, même si les robots ne ressentent pas des émotions comme les humains, ce qui est très fort aujourd'hui, c'est qu'on peut créer des émotions chez l'humain. Les robots peuvent créer ces émotions. C'est-à-dire, à un moment, l'humain, il se prend dans le jeu et il va ressentir de l'addiction, de l'empathie, de l'amour même parfois, pour ces artefacts intelligents. Alors c'est beaucoup utilisé aujourd'hui pour traiter et soigner tout ce qui est post-traumatique, hein, les soldats qui reviennent de guerre, etc., qui reviennent avec des traumatismes. C'est aussi utilisé pour soigner des enfants de l'autisme. On a des études très sérieuses américaines qui ont montré que les enfants sont beaucoup plus à l'aise avec des robots pour interagir que pour des interactions humain-humain. Et donc ça permet aussi de sortir de l'isolement certaines catégories de personnes qui souffrent de troubles émotionnels ou de troubles cognitifs. Alors, je vais avancer pour aller vite. Hein. Je veux dire, juste pour faire ce type de robot, on a besoin de plusieurs ingrédients. Donc nous travaillons main dans la main avec le neuroscientist, donc on a besoin de neurosciences. On a besoin de machine learning multimodal, c'est-à-dire la voix, la parole, le texte, etc. Et puis tout ce qui concerne le traitement automatique de la langue, qui est un domaine de l'IA,
à part entière. On parle du NLP depuis au moins une trentaine d'années. C'est parmi les premiers travaux qui ont intéressé les gens dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, l'IA a fait... ça date pas d'hier, ça date pas de ChatGPT. Ce que je voudrais dire, c'est que les premiers travaux en IA ont démarré vraiment en 1940. Le premier réseau de neurones a été découvert, a été proposé en 1942. Seulement, il y a de la compétition très dure. Seulement, il n'y avait pas la puissance de calcul pour faire tourner ces modèles. Et donc, début des années 2000, il y a eu le retour de ces modèles-là du fait justement d'une disponibilité de machines puissantes avec les data centers, avec le HPC, avec les GPU, TPU, qui font qu'aujourd'hui, on peut traiter des modèles très gros, très consommateurs en puissance de calcul, qu'on ne pouvait pas traiter dans les années 40, évidemment. Donc, l'IA a connu beaucoup d'hivers, beaucoup de printemps, beaucoup d'été. À chaque fois que ChatGPT, c'est un épisode parmi d'autres. Hein. Lorsque l'IA a battu le champion du monde dans le jeu d'échecs, on a dit waouh, l'IA voilà, va dominer la planète. Ensuite, il y a eu le jeu de Go. L'IA, 20 ans plus tard, a gagné le champion du monde en jeu de Go. Et petit à petit, l'IA prend des galons, et pas uniquement dans le domaine de l'interaction ou du jeu, mais aussi dans tout ce qui est militaire. Par exemple, toute la guerre qui se fait avec les drones se fait avec de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ce n'est qu'un exemple. Donc aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes de l'intelligence artificielle? On va utiliser l'intelligence artificielle pour sublimer le digital. C'est une couche, hein, c'est quelque chose de plus que le digital. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut protéger des systèmes du digital contre, par exemple, les cyberattaques. L'IA va être la plus proche de la science. C'est une science dure comme les autres. Mais simplement, son sujet d'étude, c'est l'humain. Et donc, on n'est pas dans le domaine, par exemple, des sciences humaines et sociales ou des neurosciences. On est dans des mathématiques pures et dures. Simplement, notre sujet d'étude, ça va être l'humain. Et on va interagir avec, comme on a vu tout à l'heure, la voix, la parole, le regard, la vision, etc. Donc, tout ce qui est intime, l'IA va l'investir. Et c'est pour ça qu'elle fascine et qu'elle fait peur aujourd'hui, parce qu'elle va beaucoup plus loin. Les autres sciences s'arrêtaient aux interfaces machines, mais l'IA va beaucoup plus loin puisqu'elle va jusqu'à tracer ce qui se passe dans le cerveau humain. Donc, l'IA, c'est une technologie aussi qui est à double tranchant. Et de ce fait, il faut bien évidemment garantir les cadres légaux, les cadres réglementaires, bien discuter des questions éthiques. Et c'est pour cela que le monde entier est en ébullition. Vous savez, le G7 dernièrement, il a déclaré qu'il allait réguler l'IA générative de type ChatGPT. L'Europe sort le AI Act qui va être déployé, comme ils ont fait le RGPD il y a quelques années. Là, il y a AI Act qui va arriver sur le tapis. On va tous être obligés de nous conformer à ces nouvelles réglementations internationales. Parfois, on va les subir parce qu'on n'a pas participé à leur élaboration. Parfois, on va les orienter parce qu'on a élaboré ces doctrines. Ça va devenir de vraies doctrines pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, je veux dire simplement que nous, au Maroc, on est parmi les premiers pays en Afrique à avoir accepté de déployer de réfléchir en tout cas aux questions éthiques portées par l'UNESCO. Moi-même, j'ai participé en tant que comeste à l'élaboration de ces normes. Mais comme vous le savez, l'éthique, ce n'est pas la loi. L'éthique, ce ne sont que des recommandations, des spécifications. Et pour les enforcer, pour les rendre tangibles sur le terrain, il faut aller un cran plus loin. Et c'est là où intervient la réglementation. Alors, juste en quelques chiffres, l'intelligence artificielle, vous voyez, ça se chiffre en milliards de dollars un peu partout. Je ne vais pas m'attarder sur les chiffres. La Chine, 150 milliards de dollars à horizon 2030. Donc vous voyez, on ne joue pas dans les petites cours. Le MIT, le laboratoire dont je vous ai montré le robot, un laboratoire, c'est-à-dire quelques personnes, hein, c'est même pas 100 personnes, 1 milliard de dollars. La DARPA, je ne vous dis pas les chiffres. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle demande beaucoup d'investissements pour être développée. Et on sait très bien aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre au niveau économique, mais aussi au niveau
souveraineté numérique et au niveau gouvernance. Alors, c'était Poutine qui avait dit en 2017, celui qui dominera qui maîtrisera l'intelligence artificielle dominera le monde. Et il a été suivi par tous les autres chefs d'État qui comptent, donc les États-Unis, l'Europe, tous les pays développés, se sont lancés dans une course vers les stratégies nationales d'intelligence artificielle. Alors, quelques idées reçues pour dire qu'est-ce que n'est pas l'IA. Alors, on dit beaucoup, l'IA va détruire des emplois, certes, mais elle va en créer d'autres, ça c'est sûr. Et le World Economic Forum nous dit que 197 millions de métiers vont être créés au niveau mondial, contre 185 millions qui vont disparaître. Simplement, il faut qu'on fasse attention à ce que les postes créés ne se créent pas dans le nord et les postes supprimés soient supprimés dans le sud. Et donc, la répartition de ces nouveaux postes qui vont être créés contre les postes qui vont disparaître doit être homogène et doit être égalitaire et équitable par rapport à l'ensemble des pays de la planète. L'IA consomme excessivement d'énergie, ça c'est vrai, mais pas plus que d'autres domaines. L'IA est une technologie qui manque de maturité, toujours en phase d'expérimentation. C'est vrai aussi, mais c'est le propre d'une science en évolution perpétuelle et permanente. Donc l'IA, c'est d'abord, avant tout, je vous ai dit, on fait beaucoup de mathématiques, mais c'est aussi, si vous avez besoin d'expérimenter vos modèles sur les données, vous êtes obligé d'expérimenter sur les données. Vous allez être obligé d'aller chercher les données. Donc ça reste une science empirique dans le sens où elle a besoin de tests. Elle ne se fait pas dans un laboratoire, ce n'est pas des théorèmes qu'on va démontrer, on va avancer. Non, il faut vraiment tester et expérimenter. L'IA va dépasser l'intelligence humaine. Alors moi, ma réponse, c'est ça dépend laquelle. L'humain n'est pas égal. Donc il y a déjà des gens qui sont complètement dépassés. Il y a des gens qui vont l'être. Mais charge à nous, au sein du Conseil et au sein des instances savantes, de faire en sorte que les futures générations soient armées parce que les autres ne vont pas nous attendre. L'IA est simplement du machine learning, absolument pas vrai. L'IA, c'est beaucoup de choses. Le machine learning représente 10%. C'est peut-être la hype aujourd'hui, mais il y a plein d'autres domaines. Le NLP, par exemple, il utilise le machine learning, mais ce sont des recherches à part entière. L'IA peut fonctionner sans aucune intervention humaine, ça c'est vrai. L'IA, aujourd'hui, les drones, il y a eu des bavures en Afghanistan, des drones qui ont lancé des missiles sur des populations civiles. Et ce sont des choses qui sont très connues aujourd'hui. C'est pour ça que tout ce qui est létal, les armes, les armements, etc., il y a un certain nombre de... En fait, il y a toujours des réglementations qui sont correctes, mais après, dans l'usage, c'est autre chose. Sur le terrain, les choses se passent parfois différemment. Donc, la régulation, l'éthique, c'est de faire en sorte que les situations fâcheuses ne puissent pas arriver. Parce que de toute façon, l'humain va faire des erreurs à un moment ou à un autre. Errare humani est. On ne peut pas faire l'hypothèse que l'humain ne veut pas se tromper. Donc, il faut faire en sorte que les systèmes, même si on se trompe, ne soient pas nocifs. L'IA, quand ça marche, on ne sait pas comment. Quand ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Bon, ça c'est des idées aussi qui sont reçues et qui sont pas vraies. Une vraie IA générale se caractérise par sa réussite au test de Turing. Ce n'est pas vrai non plus. Et il suffit de faire joujou. Alors ça, je l'ai rajouté récemment. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se déclaraient experts d'intelligence artificielle parce qu'ils ont passé 2 heures avec ChatGPT. C'est absolument pas... L'IA n'est pas... C'est comme si on dit qu'on voyait par une lorgnière le monde à travers une serrure. Hein. Le ChatGPT, c'est une petite partie de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples. J'ai choisi 2 thématiques qui sont assez claires. Je veux dire, avec ça, on peut visualiser un peu les choses facilement. Donc, la vision par ordinateur et la chirurgie assistée par des robots. Alors, la vision par ordinateur, c'est un domaine qui se développe vraiment beaucoup. La reconnaissance faciale, le paraphe, les caméras, les radars que vous voyez sur la route. Ou plutôt que vous ne voyez pas, mais eux, ils vous voient. Et quand vous dépassez la vitesse, vous recevez le courrier chez vous, comme quoi vous étiez à je ne sais pas combien. Donc, il y a énormément d'applications dans le domaine de la vision par ordinateur. Donc on va compter par exemple
La voiture autonome. Prenons l'exemple de la voiture autonome. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, si on met une voiture autonome sur la route, il faut qu'elle soit capable de rouler de façon autonome. Il faut qu'elle soit capable de visualiser les obstacles, d'éviter les obstacles, peut-être de prédire les obstacles, de voir quelqu'un traverser et de dire « Ah, quand moi je vais arriver, le piéton va être juste pile poil devant la voiture. » Donc, il faut qu'elle ait toutes ces compétences cognitives de l'humain et les bons réflexes au bon moment. Donc, la vision par ordinateur va nous aider à faire ce genre de choses, va nous aider aussi à compter les voitures, à visualiser les plaques d'immatriculation, etc., etc. Un autre exemple, c'est tout ce qui concerne les maladies. Avec la vision par ordinateur, aujourd'hui, on ne voit des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et il y a des études qui montrent que, en radiologie par exemple, il y a 80% de clichés de radiologues qui ne voient pas ce que l'IA voit. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80%. Parce que en fait, certaines choses, on ne les voit pas à l'œil nu, mais la machine les voit. Et je pourrais vous montrer des exemples, on peut même truffer des images avec des messages, avec d'autres vidéos, etc. Il n'y a que l'ordinateur qui peut les voir, l'humain ne les voit pas. Alors on peut aussi faire des applications industrielles, par exemple pour trier, ici on trie les médicaments, on trie les bouteilles qui sont pas correctes, etc. On peut aussi détecter, alors ça c'est un mélange d'imagerie satellitaire avec la vision par ordinateur, vous pouvez détecter des zones où les plantes sont malades, par exemple. Voilà, ce type de choses. Et là, ce sont des choses que nous avons développées au sein du centre. Donc ce que vous voyez ici, c'est une reconstitution. Alors là, je crois que j'ai une petite vidéo que je vais vous montrer. Avec des techniques d'intelligence artificielle, on peut reconstituer des monuments qui ont été détruits. Despite laws that protect historical monuments, the reality is that war still ravages the world in 2023. The ongoing conflict in Ukraine serves as a poignant reminder of this, highlighting the ongoing destruction of our shared cultural heritage. Fortunately, there is a glimmer of hope shining brightly through the winds. With advancements in AI and 3D data acquisition techniques, these destroyed historical monuments have the potential to be restored. Ah, vous allez voir, on l'a appliqué à la Casbah, à Tanger. En fait, ce sont des techniques qui partent d'objets un peu tronqués ou cassés. Et avec des algorithmes, on est capable de reconstituer les objets et même de les habiller parfois. Là, par exemple, ici, vous avez le monument d'origine et le monument tel qu'il va être reconstitué par la machine. Et on peut appliquer ça à toutes sortes d'objets. Ça peut être au retour de la guerre, un bras cassé. Et après, à partir de l'objet reconstitué, on peut faire de l'impression 3D pour restituer l'objet physiquement. Alors, bon, je vais passer ça. On travaille aussi sur des questions aussi dans les avatars qui vont avoir des mouvements un peu réalistes qui ressemblent aux humains, enfin qui peuvent interagir aussi avec des humains. Ici, donc sur la partie chirurgie, on va mélanger la vision par ordinateur et la robotique et le machine learning. Et là, vous allez voir que vous avez un médecin à distance qui est capable de faire une opération, à faire une opération par un robot. Donc c'est le robot qui fait les points de suture, qui met les points de suture, mais il n'est pas télécommandé, il est connecté au geste humain. Et donc ça crée quelque chose de nouveau aussi. On appelle ça les rencontres entre les mondes réels et virtuels. Vous pouvez
commander des choses à distance. Vous pouvez gérer une ville juste avec un réplica numérique. Vous pouvez traiter un malade à l'autre bout de la planète en faisant le geste à Rabat et le malade il est à Singapour, etc. Donc là aussi on peut faire des gestes très précis. Justement la machine, le robot, il peut faire des gestes beaucoup plus précis que l'humain. Il ne tremble pas, il ne fatigue pas en fin de journée et il est capable de voir avec une infime précision ce qu'il est en train de faire. Alors, les paradigmes de l'IA, je vais passer rapidement, parce que je pense que le temps passe. Ce que je voulais juste vous dire par ce slide, c'est que l'intelligence artificielle, elle utilise de nombreuses couches, en allant des signaux jusqu'à la conscience, en passant par les données, la connaissance, etc. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle travaille dans 4 grands domaines. On fait des systèmes qui sont capables de penser comme des humains, ou des systèmes qui sont capables de penser rationnellement. Pourquoi la pensée rationnelle? Si vous voulez octroyer un crédit, vous mettez un programme qui va octroyer des crédits, on n'a pas envie qu'il soit émotionnel, on a envie qu'il soit efficace et rationnel économiquement. Et donc, il va implémenter des modèles de théorie des jeux, de rationalité économique. Si vous voulez faire de l'action rationnelle, c'est pareil, vous voulez qu'un robot il fasse pas n'importe quoi, d'accord, qu'il tourne pas en rond, ce genre de choses. Donc ça c'est de l'action rationnelle. Et puis, agir comme des humains, tout ce qui concerne l'humain, c'est lorsqu'on veut étudier, par exemple, vous voulez étudier un réseau social, vous ne pouvez pas lui appliquer un comportement rationnel. Vous êtes obligé de l'étudier tel qu'il est. Donc il vous faut des modèles qui capturent le comportement de l'humain tel qu'il est, pas comme s'il était épuré ou amélioré ou rationnel. Donc on a besoin de ces 4 dimensions pour vraiment approcher les comportements et la cognition humaine. Alors je vais vite, hein. Alors ici sur ce schéma, ce que vous pouvez voir, en fait, à la limite, on ne fera pas la différence entre un humain et un robot bientôt. Et la question qui se pose, c'est, elle est où la frontière? Lorsqu'on remplace des parties de l'humain par de la robotique, ou dans un robot, on va mettre des choses humaines, la cognition par exemple, ben, la frontière, elle est fine, elle est très fine. Et donc c'est ça, c'est de là que viennent toutes les questions de l'éthique. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve dans ce qu'on appelle des sociétés mixtes, humains-robots ou personnes-robots, et la réglementation, par exemple aujourd'hui, lorsqu'une intelligence artificielle crée un tableau, on dit elle ne peut pas avoir la propriété intellectuelle parce que c'est une machine. Mais à Singapour, ils ont donné la propriété, non en Australie, la propriété intellectuelle à la machine. Ça veut dire quoi une propriété intellectuelle d'une machine? Vous voyez, ça questionne sur des choses beaucoup plus profondes que du calcul. Hein. On n'est plus là, on a quitté la computation. On est sur des questions de civilisation. Lorsqu'une voiture autonome fait le choix de heurter telle personne plutôt que telle autre, parce que rationnellement c'est mieux de... Ils ont fait un test grandeur nature, et ils ont trouvé que par exemple en Chine, on va préférer garder les enfants, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Et en Europe, on va préférer garder les personnes âgées parce qu'on se dit on en aura toujours le moyen de faire des enfants. Vous voyez, là on rentre dans des dimensions complètement... Bon, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais les questions se posent. Hein. Alors bon, la pensée rationnelle, je vais passer vite. Je vais passer. Les robots, toutes sortes de robots. ChatGPT, il est arrivé récemment, mais les chatbots, ça existe depuis au moins une dizaine d'années. Alors, les grands succès. Alors, pourquoi en fait, les scientifiques ont été bluffés par les prouesses de l'intelligence artificielle? Je vais vous donner juste un exemple. Si vous prenez le jeu d'échecs, on estime à 10 à la puissance 123 de mémoire, c'est une estimation, possibilité dans un jeu. Si vous prenez le nombre d'atomes dans la planète, c'est 10 à la puissance 80. C'est-à-dire on a une combinatoire telle que l'humain, il ne peut pas, il lui faudrait des milliards et des milliards d'années pour dérouler toutes les possibilités. La machine le fait assez rapidement, en interaction dans le jeu. Et donc, tous ces jeux-là ont été très bien, disons,
assez marketé, hein. Tout le monde est au courant qu'on a gagné les meilleurs joueurs de la planète, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas du domaine du grand public. Par exemple, tout ce qui est croisement entre les neurosciences, la biologie, les technologies, on appelle ça la biologie de synthèse. La semaine dernière, j'étais à Paris, il y avait un forum à l'OCDE sur la question de la biologie de synthèse. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on est en train de faire avec les biologies de synthèse. Et vous rajoutez à cela de l'intelligence artificielle, de la robotique, et je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais... Donc ici, dans cet exemple, c'était une machine qui a gagné un des meilleurs commandants de l'armée américaine en simulation. Donc l'impact stratégique, on l'a dit, c'est très important aujourd'hui d'investir ce domaine et de le comprendre et de l'accompagner et de former nos jeunes à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a un impact global sur les opérateurs. Lorsqu'on parle de l'emploi, c'est les opérateurs des entreprises, par exemple. Lorsqu'on parle des infrastructures, c'est tout ce qui est les data centers, les réseaux et tout. Lorsqu'on parle de l'environnement, ça peut être l'environnement de l'emploi, ça peut être l'environnement sociétal. Et aussi, tous les processus peuvent être optimisés. Alors, une chaîne de production va être optimisée avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais passer rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. McKinsey nous dit que l'IA est un moyen viable pour rationaliser les processus et moderniser les opérations. Et ici, c'est un test qui a été fait sur 500 entreprises qui comptent. Et on voit bien que tout le monde est en train d'aller vers l'efficacité opérationnelle en introduisant l'intelligence artificielle. On nous dit aussi que 78% des entreprises qui intègrent l'intelligence artificielle dans leurs solutions augmentent leur chiffre d'affaires d'au moins 10%. 10% c'est pas beaucoup, mais il y en a qui l'augmentent de 80%. Ça c'est une moyenne. Ici, on a fait des travaux, on a montré aussi des choses assez intéressantes. C'est des travaux qu'on a fait avec l'OCP, je vais passer. Alors sur les opérateurs, l'IA va... On parle de l'IA rouge et l'IA bleue, Red and Blue AI. En fait, il y a l'IA qui va augmenter les opérateurs et qui va être très bénéfique. Et il y a l'IA qui va certainement remplacer les opérateurs. Alors, la question qu'on peut se poser, on peut en débattre après, c'est... Est-ce qu'on a envie de remplacer les opérateurs? Ça dépend lesquels. Moi, j'ai travaillé avec des collègues à l'OCP. Il y a quelqu'un qui me disait, un opérateur qui me disait, je suis très contente de ne plus descendre dans la mine. En fait, j'ai une interface qui me permet de voir tout ce qui se passe dans la mine. Donc, il y a des travaux qui sont vraiment difficiles et il vaut mieux les remplacer par des outils comme l'intelligence artificielle. Après, c'est toujours la même question. Où est-ce qu'on met la frontière? Alors ici, c'est un exemple très parlant aussi. C'est le Kenya qui a montré, il a fait des études prospectives, qui a montré qu'en 2032, le coût du robot va être beaucoup moins cher que le coût du salarié moyen de l'offshoring. Et donc, très bientôt, l'offshoring va disparaître au profit d'une robotisation accrue dans les pays développés. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour préparer les gens qui travaillent dans la chaîne, qui sont dans les usines, les voitures, etc. Pour le jour où ils vont être remplacés par des robots, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors on parle de upskilling, on parle du reskilling. C'est là où la formation va jouer tout son rôle pour introduire des nouvelles capacités, des nouvelles compétences au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, au niveau de la recherche, etc. Alors ici, je vais passer très vite, je ne vais pas la faire en entier, mais je voulais juste vous montrer, c'est une expérience, bon ça c'est une démonstration de digital twin, de réplica numérique. Les Japonais, ils ont fait ça à grande échelle, donc ils contrôlent toute une ville avec ça. Avec les digital twins, on peut tenir dans la main une ville, sur un écran.
et la contrôler complètement. Une ville, un corps, un malade, etc. Donc, je suis titulaire d'une chaire industrielle avec Thales à Abu Dhabi et nous travaillons sur les radars cognitifs. C'est un peu le même principe. Il y a des radars qui sont embarqués, qui ont une puissance de calcul à bord qui est limitée, mais sur le sol, on a le réplica numérique qui permet de faire tout ce qu'on veut, comme si on était à bord du drone. Et aujourd'hui, beaucoup d'industriels vont utiliser les digital twins. Au Maroc, on a l'OCP qui utilise ça. Donc on a beaucoup d'applications du digital twin dans le monde, en particulier dans le monde industriel. Bon, vous voyez, ça touche aussi l'architecture, ça touche tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut digitaliser. Alors, donc je vais passer sur l'environnement économique. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va vers ce qu'on appelle l'industrie X.0. Ça veut dire qu'on est capable de faire de l'hyper-personnalisation. Les entreprises ne sont plus... Aujourd'hui, on ne fabrique plus les voitures comme avant. Il y a des entreprises qui vont fabriquer comme des Lego les voitures. D'accord? C'est comme du jeu. On va demander aux gens ce qu'ils veulent. On crée des communautés de futurs acheteurs des voitures. Et on va leur demander comment vous voulez votre voiture. Quelle forme, quelle taille, quelle couleur, etc. Et donc, on va vers de l'hyper-personnalisation de toutes sortes de choses. Hein. Les voitures, c'est un exemple. Alors ça, je l'ai déjà dit, les 97 millions contre 85, mais on espère qu'on va en créer un peu chez nous. Voilà, donc le upskilling et le reskilling des capacités pour être en mesure d'accompagner les emplois de demain, et ça c'est quelque chose de très important. Alors ici, vous avez quelqu'un qui se paye la tête de son salarié et qui lui dit, tu vois, l'IA va tout faire à ta place, j'aurai plus besoin de toi. Et le salarié qui répond, en fait, l'IA a pris ta place. Hein. C'est toi qui n'es plus RH, puisque c'est l'IA qui prend la place. Voilà, donc il y a un peu des blagues dans ce sens. Donc, l'IA pour l'éducation. Alors, je contrôle le temps hein, complètement, ne vous inquiétez pas. Je vais vite, je suis désolée, mais moi, j'ai des contraintes temporelles. Donc, l'IA pour l'éducation, puisque en fait, c'était ça la commande. Un quart d'heure, parfait. J'ai même pas besoin de... Peut-être un peu moins. Donc, quand on parle d'éducation, moi j'ai fait beaucoup de travaux informatiques pour l'éducation. Je ne suis pas une pédagogue ou mon métier, c'est pas l'éducation, même si je suis prof. Mais bon, lorsqu'on pense à AI for Education, on pense à tout l'écosystème de l'éducation. Donc vous avez les parents, les élèves, les gestionnaires, les décideurs, les chercheurs et les enseignants. C'est ça. Et l'intelligence artificielle va pouvoir apporter de l'aide à tous ces niveaux-là, à tous ces acteurs du système éducatif. Donc on ne voit pas l'éducation comme étant les cours. Non, l'éducation c'est tout le système éducatif. Et donc l'intelligence artificielle va apporter des améliorations sur cette vision holistique de l'éducation. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des images. Donc la première c'est des enfants qui sont sur du contenu papier. La deuxième, c'est des enfants qui sont sur des tablettes. Et la troisième, ce sont des enfants qui sont en immersion. Vous savez, à un moment donné, on commençait à parler de métaverse, etc. Et donc, on voit bien que les supports vont changer au fil du temps. Même s'il y a des pays très respectables, comme la Suède, qui reviennent sur les écrans. Mais ça reste quand même une tendance. Essayez d'enlever les téléphones portables à vos enfants, vous allez voir que c'est un peu raté. Enfin, on a perdu un peu la main sur la question. Mais bon... Aujourd'hui, il y a des vraies questions qui se posent sur les supports de l'enseignement. Est-ce qu'on va aller voir le papier ou est-ce qu'on va revenir vers le papier ou est-ce qu'on va aller vers des choses plus extravagantes? Et puis, il y a tout l'aspect développement des contenus. Quel type de contenu on va mettre à disposition, etc. L'interaction multimodale, c'est lorsque vous avez un tuteur qui parle, qui conseille, qui coach. Multimodal, ça veut dire qu'on utilise toutes les modalités, le texte, la voix, l'image. Et bien sûr, la question qui reste quand même transverse, c'est qui de l'inclusion. Lorsqu'on fait appel à des outils aussi sophistiqués, ben on n'inclut pas systématiquement tout le monde. Donc il y a des questions d'infrastructure qui se posent, des questions de généralisation de réseaux, des questions de généralisation de machines. Et on l'a bien vu pendant le Covid, il y avait des familles qui faisaient la queue pour avoir une machine quand il y avait une machine.
Donc tout le monde n'est pas égal par rapport à ces questions d'infrastructure et de déploiement. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est juste une image du data center de Ben Gurir qui a été inauguré il y a quelques années et qui est aujourd'hui le plus grand data center d'Afrique, qui peut accueillir des données, stocker des données, faire du HPC, etc. Donc, comment l'IA peut-elle améliorer l'éducation? En créant différents espaces de coopération au sein du système éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place un cadre, à mettre en place des outils qui nous donnent la meilleure ou l'optimale combinaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et ça me paraît très important. L'intelligence artificielle, on l'a dit au début, c'est une science empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on mette des tests, qu'on fasse vraiment, qu'on mette en place des outils pour... On ne fait pas des réformes pour faire des réformes. Il faut faire des réformes, prédire l'impact des réformes. Et pour les prédire, il faut avoir des modèles. Il faut avoir des outils pour être en mesure de prédire tout ça. Donc c'est très important de bien réfléchir en amont à ce qu'on est en train de mettre en place et pas de faire comme les Suédois, 10 ans après, dire « Ah ben non, c'était pas une bonne idée, on backtrack ». Le mot d'ordre, la réunion de la semaine dernière à l'OCDE, c'était « prévenir, ne pas guérir ». Il faut prévenir. Il y a des situations où on ne peut pas faire marche arrière. On fait marche arrière, bien sûr, mais on ne peut pas défaire ce qu'on a fait. Et donc, c'est très important de réfléchir en amont. Alors, il y a deux types d'apports potentiels. Alors là, je mets tout le monde, tout l'écosystème, hein, que ce soit ou de l'amélioration ou de la transformation. L'amélioration concerne la substitution et l'augmentation, et la transformation, c'est la modification et la redéfinition de ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Alors, si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, où je disais que l'intelligence artificielle va interagir avec les processus cognitifs humains, dans le système éducatif, elle va interagir avec les enseignants, les étudiants, les administrateurs, les aider à optimiser et les aider à optimiser les tâches. Donc, c'est à nous de voir dans quel process on va intégrer l'intelligence artificielle et à quel degré, surtout. Alors, habituellement, ou le modèle actuel que j'appelle le mode de survie, c'est la pyramide de gauche. Vous avez des tâches simples et répétitives, vous avez de l'expertise scientifique pédagogique et vous avez de l'enseignement au-dessus. Eh bien, dans un système d'IA, ce qu'on veut faire, c'est inverser cette pyramide. Tout ce qui est... on veut mettre plus l'emphase sur l'enseignement, sur l'expertise, et tout ce qui est tâches simples et répétitives, on veut les déléguer à l'intelligence artificielle. Et ça devrait être ça, notre vision de l'amélioration de l'éducation par l'intelligence artificielle. Donc on va vers un modèle augmenté par l'IA qui va optimiser les processus pour un nouveau modèle d'éducation. Alors évidemment, ça donne des tas d'opportunités pour les enseignants. Par exemple, ils peuvent analyser, ils peuvent être guidés par les conseils d'observation. L'IA peut les aider à observer ce qui se passe en classe et à faire un retour d'expérience, par exemple, sur comment les choses se sont passées. Elle peut les aider aussi à réfléchir, elle peut les aider à adopter, à élaborer des plans d'action, à mieux optimiser les actions, et puis à se faire aider par des coachs virtuels pour impacter un peu plus les élèves. On a vu dans certains concours pendant le Covid qu'on a utilisé l'intelligence artificielle, notamment dans les grandes écoles de commerce en France, pour faire de la surveillance à distance en utilisant l'intelligence artificielle. Donc on est capable de faire de la reconnaissance faciale, du suivi de l'iris, etc. pour savoir si les élèves sont toujours là, s'ils se sont levés, s'ils regardent vraiment leur copie. Il y a eu beaucoup d'expériences comme ça. Et en séparant les élèves, notamment dans les pays où il y a beaucoup d'élèves et il faut... là on est dans le large échelle, hein. Les Chinois ils ont fait ça pendant tout le Covid, parce que bon, les amphis, pour les concours par exemple, c'est des... je dirais pas des millions, mais c'est quand même plusieurs milliers d'élèves. Donc automatiser la surveillance, il y avait un gain assez important et en plus, il fallait pas les mettre au même endroit. Alors, des opportunités pour les enseignants. Donc pendant
le cours, mais aussi avant le cours et après le cours. Et on peut détailler, si on avait le temps, ce genre de choses. On peut automatiser les évaluations, on peut poser des questions. On avait travaillé sur un projet européen où on pouvait faire du coach pour les enfants en décrochage scolaire. Le coach était un coach digital qui était capable de... quand j'étais en France aussi, on a développé une application, T'es prof, tu es professeur, ça veut dire T'es-prof, pour mettre en immersion les profs avant de les envoyer en classe. Ils pouvaient simuler leur classe, mettre les profils de leurs élèves, etc. Vous savez, des fois, alors, juste, c'est pas anecdotique, hein, en France, la sécurité sociale faisait 2,7 milliards de déficit d'absentéisme des profs. Parce que les profs, quand ils se retrouvaient face à des petits, surtout, moi je pensais que c'était au collège que ça commençait, mais c'était dans les petites sections. Il y a des professeurs qui étaient complètement démunis face à des situations d'insolence, ou un enfant qui a une crise de nerfs, qui monte sur une table, ou ce genre de choses. Et le fait d'avoir joué la situation, de l'avoir vu sur un écran avant, ben ça rassurait un peu, ça donnait des directives aux profs. On peut dire, bon, si j'ai un enfant qui se met à hurler, qu'est-ce que je fais? Ben, le coach lui dit, bon d'abord tu vas lui parler doucement, tu vas pas paniquer, etc., etc. Donc toutes ces choses-là peuvent être prises en charge par l'intelligence artificielle. Alors les apprenants, ils peuvent se faire des évaluations automatiques, avoir des environnements d'apprentissage exploratoires, ils peuvent avoir des chatbots éducatifs, hein. On a aujourd'hui beaucoup de profs qui mettent en ligne des cours. Ben, si on a un chatbot qui répond aux questions de l'élève, ben, c'est encore mieux. ChatGPT, mieux éduqué pour l'éducation, pas n'importe quoi. Un ChatGPT sur des données, etc. Et puis le tutorat intelligent. Donc, bon, il y a plusieurs outils. Là, vous avez le Grammarly, le Quizlet et l'autre qui sont maintenant utilisés par les élèves dans le domaine éducatif. Donc, juste pour terminer, je dirais que l'analytics de l'apprentissage peut être aussi quelque chose de très important pour les gestionnaires du système éducatif, les enseignants et les décideurs. Voilà, donc les challenges à soulever dans le domaine de l'éducation aujourd'hui. D'abord, il y a besoin de politique nationale de l'IA avec une déclinaison sectorielle qui soit réaliste et précise sur l'usage de l'IA pour l'éducation. On ne peut pas faire des politiques générales. L'éducation, c'est un champ à part entière. C'est une verticale, il faut y réfléchir de façon verticale. L'inclusion et l'équité dans l'IA, dans l'éducation. Encore une fois, tous les enfants n'ont pas accès à ces outils. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler sur ces questions-là. Préparer les enseignants à l'éducation augmentée par l'IA. Aujourd'hui, même les enseignants, il faut les upskiller pour pouvoir utiliser ces outils. On l'a vu pendant le Covid, il y en avait qui étaient complètement démunis par rapport à ces nouvelles... Par rapport à Zoom, hein, je ne parle pas des outils très sophistiqués. Et puis, l'éthique et la transparence. L'utilisation des données personnelles devra garantir la protection de la vie privée, des informations personnelles, etc. Et donc, tout ça doit se faire dans un cadre réglementaire bien défini. Voilà, peut-être que je vais terminer avec ça, si vous voulez. J'ai encore toute une partie que je ne veux pas vous stresser plus. Je voulais juste dire qu'on parle beaucoup d'égalité, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir aussi à des questions d'équité. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est l'équité. Il ne s'agit pas de donner la même chose à tout le monde. Il s'agit de donner à chacun ce dont il a besoin. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, professeur Amal Sarrochni, pour cette excellente présentation. Nous avons suivi avec intérêt cette présentation à travers un voyage, à travers l'histoire, la science et l'ingénierie. Et nous avons vu ensemble comment cette intelligence artificielle, à travers la présentation de professeur Amal Sarrochni, que le terme lui-même, il date de très loin. À partir des années 40, on a commencé à parler de cette intelligence artificielle et ça commence, comme il a été présenté, dans les laboratoires de recherche. C'est-à-dire que ça a pris un petit peu ce cadre académique pour passer aujourd'hui vers le cadre industriel où nous avons suivi avec intérêt comment le monde entier il est en pleine compétitivité internationale et qui va dominer
ce secteur industriel dans les différentes applications, que ce soit médicales, que ce soit de transport, de finance, d'agriculture, etc. Nous avons vu aussi que l'intelligence artificielle, à travers la présentation du professeur Amal Selrochni, qu'elle n'est pas restreinte juste aux informaticiens, mais il y a une collaboration à travers plusieurs spécialistes dans la neuroscience, dans les linguistes. Les linguistes aussi, ils peuvent y participer. Aussi le cadre juridique et éthique qui va nécessiter des sociologues, des philosophes, des économistes. Et bien évidemment, on a vu aussi comment cette intelligence artificielle est un petit peu des révolutions précédentes qui remplaçaient les tâches physiques et mécaniques de l'humain. À travers les autres révolutions, actuellement, nous avons vu comment l'intelligence artificielle est en train de remplacer des tâches cognitives et mentales. Et comment l'intelligence artificielle aussi a battu l'humain dans plusieurs choses, partiellement. Et aussi, la chose avec laquelle le professeur Amal Selrochni a mis l'accent, c'est que cette intelligence artificielle, c'est une technologie à double tranchant. Et donc, ça dépend de la manière avec laquelle nous, en tant qu'êtres humains, on va pouvoir l'utiliser. Et dans ce cas-là, il y en a bien évidemment une approche offensive et une approche défensive. C'est pour ça qu'à travers l'histoire, il y a des personnes qui ont favorisé l'approche optimiste et d'autres qui ont favorisé l'approche pessimiste. Voilà, je remercie encore une fois professeur Amal Selrochni pour cette excellente présentation et je pense que tout le public a suivi avec un grand intérêt votre présentation. Merci encore une fois et sous vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. باسمكم جميعا أشكر الأستاذة أمال الشغنوشي وأشكر الأستاذ محمد خليل الذي رافقنا في هذا اللقاء. حقيقة أن أستاذة أمال وضعتنا أمام القلق ولكن الأمل في نفس الوقت. القلق في وضعنا نحن في المغرب فيما يجري في العالم بخصوص الذكاء الاصطناعي وأين سنصل خاصة في علاقته بالتربية والتكوين والبحث العلمي والجزء الذي حددته لهذا المعطى أساسي. المسألة الثانية هي المسألة أن هذا الموضوع من بين المواضيع التي اقترحها السيد الرئيس لتكون موضوع نقاش داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لأن مستقبل التربية والبحث العلمي لا بد أن يمر من الذكاء الاصطناعي. وأخبركم أن الأستاذة الصغنوشي مع لجنة البحث العلمي ومع بالتنسيق مع السيد الرئيس سننظم ندوة علمية في يوم 12 و 13 دجنبر حول الذكاء الاصطناعي بكل مكوناته، وسيحضره متخصصون عبر العالم لنموضع المغرب في ما يجري في العالم. طبعا هذه الجلسة أو المحاضرة الختامية بعد 9 لقاءات ناجحة بكل المقاييس. يعني تكلمنا في البداية مع السيد إدريس اليزامي عن رشيد اليزامي عن المدرسة الجديدة وتحديات التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي، وتحدثنا في المائدة المستديرة الثانية عن الكتاب المدرسي والكتاب التعليمي الموازي. اليوم السويد مشات الانتيليجنس ارتيفيسيال والآن ترجع للوراق. إذن هل يجب أن نغير الكتاب المدرسي بالآلة أم أننا يجب أن نعود أن نحتفظ بال المائدة المستديرة الثالثة كانت حول طموح إرساء المدرسة الجديدة، والمائدة المستديرة الثالثة الرابعة كانت حول أي نموذج للجامعة من أجل تيسير ولوج المغرب لمصاف الدول الصاعدة، وهو يرتبط بهذا التوجه التحول الطاقي. المائدة المستديرة السابعة أو السادسة كانت حول المدرسة والثقافة، والمائدة المستديرة الثامنة كانت حول التكوين المهني
بوابة أساسية للتشغيل. واليوم ثم المائدة المستديرة الثامنة كانت حول التكوين بالبحث، واليوم حول الذكاء الاصطناعي في خدمة التربية والتكوين. يعني ما هي الخلاصات التي خرجنا بها كمجلس أعلى للتربية والتكوين من خلال هذه الموائد المستديرة؟ أولا عرفنا الزوار المعرض والمجتمع حول ما نقوم به، ولكن الأهم أننا استمعنا إلى ما يقوله المجتمع، وهذه المخرجات وهذه الأسئلة هي التي يجب أن نشتغل عليها داخل يعني المجلس الأعلى، ولمواكبة الحكومة ولمواكبة ما يجري في المغرب بخصوص التربية والتكوين والبحث العلمي. إذن أشكركم جميعا، وأشكر السيد الرئيس على حضوره معنا. أشكر جميع الأعضاء بدون استثناء، أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين. أشكر أطر المجلس، المناضلات اللي كانوا يوميا معنا في هذا اللقاء، الأخت زينب والأخت سامية، ونضرب لكم موعد السنة القادمة. نعم. لا ما كاينش. Les gens veulent poser des questions, je crois. Il y a plein de gens qui veulent poser des questions. Normalement ما كاينش لي كيستيون، ولكن استثناء غادي نديروا 10 دقائق. تفضلي. Professeur Salwatini, ce fut un honneur de participer à votre talk. En fait, moi, je participais en ligne. Ma mère est... she's present with you there. Ma question est surtout concernant l'AI ethics et comment réguler l'intelligence artificielle, surtout dans le contexte de ce dont vous avez parlé, du contraste et des inégalités entre Nord et Sud. Donc vous avez mentionné l'AI Act de l'Union européenne. Est-ce que vous avez une idée de l'avancement des projets concernant la législation de l'IA ici au Maroc? Et en tant que follow-up question, quelles sont les manières et en fait les spaces où les jeunes comme moi qui sont très intéressés par l'AI ethics, législation de l'IA, etc., peuvent contribuer à la législation de l'intelligence artificielle ici au Maroc? Merci beaucoup. La parole à Madame Amina. Merci beaucoup. Puis, moi, je voudrais ma question est surtout en relation avec l'éducation. D'abord, c'est une fierté pour nous de vous avoir, Amal, membre de notre conseil. Alors, vous nous avez dit beaucoup de choses sur ce que peut apporter l'IA à l'éducation. Actuellement, nous sommes en pleine refonte du modèle pédagogique dans notre réforme du système. Alors, d'après vous, quelles sont les compétences qu'il faut développer chez les apprenants pour pouvoir vivre dans ce monde que vous venez de nous décrire? Merci. Dernière question, Salah. Alors, je n'ajouterai rien à ce qu'a dit Madame Ouhabi. Vous êtes une fierté nationale, sincèrement. Je vous le dis, face à face, d'après ce qu'on a vu. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais en poser une seule. Pour être dans l'intelligence artificielle qui est incontournable, comme vous dites, elle sera dans notre vie de tous les jours, et donc le G7 l'a dit de beaucoup de façons. Comment nous pouvons, à travers notre recherche scientifique, comment nous pouvons être dans le coup, au lieu que nous soyons simplement des consommateurs, et donc, d'une façon ou d'une autre, assujettis à cette intelligence artificielle. C'est la question fondamentale, primordiale,
qui me préoccupent, que je vous pose. Merci. Merci. La parole à vous. Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre, peut-être qu'elles étaient posées. Donc, sur la partie de AI Act de la Commission européenne, donc j'avais prévu d'en parler, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai préféré ne pas aller trop vite. Donc, c'était Thierry Breton, le commissaire européen, qui avait dit que la réglementation européenne doit s'appliquer à tout le monde. Tous ceux qui veulent travailler avec nous doivent respecter nos valeurs. Donc, aujourd'hui, il y a un projet qui est déjà, vous voyez là, vous pouvez le trouver sur Internet, vous avez le PDF en ligne, et donc il y a la directive du Parlement européen et du Conseil, d'accord? Et là vous voyez en fait qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, mais si on veut résumer le AI Act aujourd'hui, c'est la distinction entre 4 niveaux de criticité des systèmes. C'est-à-dire il y a des systèmes qui vont être interdits, il y a des systèmes qui vont être regardés de très près, d'autres qui vont être audités et d'autres qui vont être autorisés. Donc il y a des systèmes des plus risqués à pas risqués, dans le sens qui induisent des risques pour les populations. Et il y a au niveau de l'Europe un certain nombre de cas d'usage. Par exemple, si je prends la reconnaissance faciale elle est interdite dans les espaces publics, mais elle peut être autorisée par exemple dans les aéroports. D'accord? L'aéroport étant supposé un lieu à protéger. On a vu avec toutes les questions de terrorisme, etc. Donc il va y avoir des particularités comme ça. Mais ça va être très compliqué pour 2 raisons. D'abord, il faut former les gens qui vont être capables d'auditer les systèmes d'IA. Alors il y a une tendance qui dit quelqu'un qui veut déployer à large échelle un système, il va passer par la certification du système. Et d'autres tendances qui disent on ne peut pas auditer tout le monde. Donc on va mettre les règles qui doivent être respectées par les systèmes et charge aux développeurs de respecter ces règles et donc de prouver le cas échéant que leur système vérifie bien ces règles. Mais je peux vous dire que c'est plus qu'une usine à gaz. C'est hyper compliqué à mettre en place. Donc ça c'est, vous voyez ici, risque inacceptable, interdit, risque élevé, évaluation de la conformité, risque limité, obligation de transparence, et risque limité, obligation de transparence aussi. Alors, j'invente rien, ça c'est la Commission européenne, vous les trouvez en ligne, hein, ces informations. Alors après, il y a plusieurs frameworks pour auditer, il y a un certain nombre de défis, d'enjeux, ça rejoint aussi la cybersécurité, les questions. Parce que vous pouvez faire un système, pour vous il est correct, mais vous avez des failles de sécurité. Et c'est quelqu'un d'autre qui va hacker votre système et qui va prendre les données personnelles de quelqu'un d'autre. Et là, comment vous faites? Est-ce qu'on va vous punir parce que vous n'avez pas bien programmé votre système? Donc, vous voyez, c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut revoir. Donc, il y a vraiment des questions juridiques super intéressantes. Alors, la deuxième question, c'était par rapport à upskilling, reskilling. Il faut vraiment former tout le monde à l'intelligence artificielle. Ça fait 4 ans que j'écris partout où je peux qu'il faut une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Et on me dit non, attends, il faut d'abord digitaliser. Mais on ne peut pas attendre. Si on attend, on est mort. C'est terminé. On ne va même pas consommer. Parce qu'on ne pourra pas utiliser ces systèmes-là. Donc aujourd'hui, il y a le feu à la maison. Il y a urgence. Et bon, malheureusement, vous savez, nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Donc là, si je reviens sur... alors, par exemple, je vais vous donner ça. C'est un exemple que je trouve édifiant. Le Chili, d'accord, le 17 octobre 2020, a déclaré les droits cognitifs comme des droits inaliénables. Ça veut dire les droits de l'homme vont intégrer les droits cognitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit plus pouvoir manipuler cognitivement les gens. Nos jeunes là qui sont sur TikTok, ils sont manipulés du matin au soir. Hein. À la fin, ça vous fait des enfants qui se ressemblent tous. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des nudges à longueur de journée. Ils ont des... D'abord, il y a de l'addiction qui se met en place. Et en plus, il y a un formatage intellectuel qui est... Les enfants le subissent tous les jours. Et il n'y a personne pour dire « halt, stop ». Et donc, les Chiliens étaient très avancés sur leur temps. Et ils ont dit
Ils ont demandé à leur assemblée de déclarer les droits cognitifs comme des droits inaliénables. Et c'est passé dans la constitution chilienne. Alors, bon, on peut parler d'autres choses. Hein, Google, en 2017, qui a été condamné par la Commission européenne pour payer 2,4 milliards d'euros parce que quand vous faites une recherche, vous voulez acheter une table sur Google, Google va vous sortir les entreprises qui ont payé Google pour vous sortir la table. Donc, il y a ce qu'on appelle le Search Engine Bias, le biais de la recherche sur Internet, qui est prouvé. En fait, il y a une entreprise qui a fait vraiment beaucoup d'argent avec ça. Vous cherchez n'importe quoi, il y a des enchères qui se mettent en place derrière. C'est une enchère en bonne et due forme. Qui va payer plus pour être présenté au consommateur final? Donc on imagine, on ne soupçonne même pas comment ça marche. Cette petite boîte-là qui a fait ce système-là d'enchères, elle a été incubée dans notre laboratoire à Paris 6. Et après, ils sont partis à la Silicon Valley, ils font un argent extraordinaire. Bon, bref. Donc, je voulais juste vous montrer quelque chose que j'ai lancé tout à l'heure. Alors, ici, par exemple, les coups de pouce. En Allemagne, ils ont fait une étude. Ils ont pris des gens, on leur a donné un robot, on leur a dit, voilà, vous allez jouer 30 minutes avec le robot et à la fin, vous devez absolument l'éteindre. C'est la règle du jeu. On éteint le robot. Eh bien, les personnes qui ont joué avec le robot pendant 30 minutes, au moment de l'éteindre, le robot se met à crier « Non, non, s'il vous plaît, j'ai peur du noir, ne m'éteignez pas, etc. » Et vous voyez, à peu près un tiers des gens étaient incapables d'éteindre le robot. Alors imaginez l'affect qu'on développe en 30 minutes en travaillant avec un artefact. Pour les gens, c'était plus un artefact, c'était un humain. C'était comme un humain parce qu'il a un visage humain, il a un sourire, il parle. Quelle est la différence entre... Il y avait un film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez jamais vu, qui s'appelle Real Humans. Lorsque vous mettez des robots dans la société qui se transforment en vrais humains. Et les humains deviennent... vous savez, parfois vous avez des humains qui ne sont pas super sympathiques. Hein. Et les robots sont beaucoup mieux. Il y a même une dame qui va partir avec un robot et laisser son mari. Et son fils qui lui dit « Mais maman, comment tu peux laisser papa ?» Et la dame qui lui dit « Il n'oublie jamais mon anniversaire. » Alors vous voyez, ça interpelle sur la relation humaine. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend de l'autre? Ben, si le robot donne tout. Et en plus, il ne demande pas à manger, il ne demande pas ce qu'on le lave, ni rien. Je veux dire, nickel chrome. D'accord? Donc voilà, je vous suggère de voir ce film, ça donne de la chair de poule. Hein. Moi j'ai pas pu le terminer, tellement il m'a interpellé. Voilà, donc les femmes qui se mettent à crier parce que les robots ne marchent plus le soir, c'est le robot compagnon qui leur raconte des histoires. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont déjà déployées dans les sociétés occidentales, notamment dans les pays du Nord. Beaucoup dans les pays du Nord, et ça va peut-être arriver chez nous si on ne s'occupe pas de nos grands-mères et de nos mères, etc. Donc ça aussi, ça interpelle sur la relation humaine. Qu'est-ce qui compte le plus? Alors, je vois que M. Madoun me regarde, j'ai fait semblant de ne pas le voir. Non, bien sûr, je voulais juste vous montrer quelque chose. J'y suis presque. Parce que j'ai pas, si j'avais ma machine, ça prend 2 secondes, mais... Alors, les réglementations, tout le monde en fait, hein, c'est pas... Alors, je voulais vous montrer cet exemple. Vous voyez ça? C'est un petit réseau de neurones qui s'automodifie, qui modifie ses poids par apprentissage. Toute la base de machine learning, en tout cas statistique, est basée là-dessus. Alors, ce que vous voyez là, c'est... Allez, on a 4 entrées, d'accord? Dans ChatGPT, vous avez 173 milliards de paramètres. Comment voulez-vous qu'on comprenne ce qui se passe dans le système? Les modèles, ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model, sur lesquels sont basés ChatGPT, ben, utilisent un nombre inimaginable par l'humain. Vous savez, nous, au bout de 4 dimensions, on est perdu. Hein. On ne voit plus rien.
Et donc, comment voulez-vous qu'on comprenne ce qui se passe vraiment dans la machine? Comment on va auditer ces algorithmes, etc., etc. Alors, il y a des questions de sandbox, de tests, etc. Bon, les gens, ils trouvent toujours des... L'humain, il crée des problèmes et il essaie après de trouver des solutions. Il résout les problèmes et puis après, il va trouver d'autres problèmes. Et c'est un peu c'est un peu comme ça. Voilà, donc je vais terminer peut-être avec ça. Est-ce que vous pouvez faire marcher cette petite vidéo? Alors, une question que... Là, vous voyez, c'est une femme politique française, Najat Vallaud-Belkacem. Je lui ai demandé son avis, hein. Donc elle est d'accord, hein. On prend son image et on va la traficoter. On va utiliser ce qu'elle dit. Aujourd'hui, en termes d'information et de désinformation, on peut faire des miracles. On peut faire des choses extraordinaires. Donc, moi j'aime bien cet exemple parce que enfin, on le diffuse chez nous parce que c'est un beau message. C'est un message qui pousse les jeunes filles à aller vers la science et à être ingénieurs, etc. Mais vous avez d'autres messages qui sont beaucoup moins sympathiques. Et on voit rien. Oui, c'est un mélange. On a mélangé juste mes expressions et son visage. C'est ni elle ni moi. Dans une campagne électorale, vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça? Et à l'infini. C'est-à-dire, on peut dupliquer à l'infini. Alors, votre question, c'était par rapport à... Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il faut travailler, il faut qu'on y aille. Il faut prendre le train. Il faut prendre le train. On ne peut pas rester à quai. Je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit. Il faut prendre le train. Et si le train est déjà parti, il faut qu'on essaie de le rattraper, on prend un hélico. On a les moyens, il faut y aller. Il faut y aller. Merci beaucoup Madame Strabouchni. شكرا لكم جميعا. تصفيقات نقفون. إذا باسم السيد الرئيس نعلن نهاية هذه الموائد المستديرة ونضرب لكم موعد في السنة المقبلة إن شاء الله. Deuxième round.